Parfait. Ah ben ça a l'air de marcher. Go. Ok. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment désolée pour ce petit retard et puis surtout pour le couac. Ce sont les aléas du direct, comme on dit, hein. Je pense que les journalistes sont au fait de ce genre de difficultés. Mais on est là et c'est le plus important. Donc, je vais me présenter rapidement. Ensuite, je vais présenter toutes les personnes, ou en tout cas, je donnerai la parole aux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour se présenter. Donc, on se retrouve dans le cadre de la webconférence qui porte sur le retour en Afrique, qui est une thématique d'actualité. Et je suis très contente de pouvoir animer pardon, cette conférence, cette webconférence. Je vais me présenter rapidement. Charlène Ongota, je suis avocate inscrite au barreau de Lyon. Je suis par ailleurs la présidente et fondatrice de l'Institut Concorde. L'Institut Concorde est un think tank, donc un groupe de réflexion qui a été monté sur le Gabon en 2021. Et notre objectif, c'est vraiment de faire partie du débat public, insuffler effectivement une nouvelle dynamique dans la création des politiques publiques et apporter justement un regard sur les politiques qui sont menées. Donc, à ce titre-là, nous sommes accompagnés par l'ADI, l'Afrique des idées, qui, elle aussi, est un think tank. Donc, je suis bien contente de cette collaboration parce qu'on se retrouve dans le même esprit, dans la même leitmotiv, hein, puisque c'est un think tank indépendant qui a été créé en 2011, donc 10 ans avant nous. L'ADI a vraiment du chemin déjà à son compteur. Et puis, l'objectif de l'ADI, c'est vraiment de promouvoir le débat d'idées en Afrique. Donc là, c'est plus globalement, on ne cible pas un pays en particulier, mais on est vraiment basé sur le continent africain dont on va parler aujourd'hui. Pour nous accompagner, donc on a pas mal de personnes, mais c'est vrai qu'on aura un invité malheureusement qui ne sera pas pardon, présent. C'est Marc Sébastien qui malheureusement pour des raisons professionnelles ne peut pas être parmi nous. Mais nous avons Messan qui est présent, qui va sans doute se présenter, nous dire qui il est, pour effectivement intervenir sur cette thématique. Nous avons également un membre de l'Institut Concorde, donc qui est chargé des partenariats, Danouchka Assoumou, qui va intervenir à la place de notre invité qui n'est pas présent, histoire qu'on ne perde pas justement les éléments dont on aura besoin pour discuter et échanger sur cette thématique. Et puis, nous avons d'autres membres, effectivement, de l'ADI qui pourront aussi, je pense, se présenter. Donc, Messan, je vais te passer la parole pour que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es. Et ensuite, les autres panélistes aussi pourront se présenter rapidement pour qu'on puisse commencer directement le live. D'accord, merci beaucoup Charlène. Juste avant de me présenter, je ne peux plus réactiver la caméra. Est-ce que quelqu'un pourrait me redonner l'accès? Et ensuite, je vais pouvoir dérouler. Donc, peut-être pendant ce temps-là, qu'on règle ce problème, quelqu'un d'autre se présente et puis je vais. Quelqu'un d'autre? D'accord, très bien. Danouchka, je vais te passer la parole rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'on m'entend très bien, mais mon réseau a un peu des difficultés. Je suis au Mali actuellement. Donc, moi, c'est Danouchka Assoumou. Je suis doctorante et je suis coordinatrice juridique au sein de Avocats sans frontières Canada. Je suis également répatriée. J'ai quitté il y a de cela un an la France pour revenir sur le continent africain et ça fait déjà un an que je vis du coup à Bamako au Mali. Et je suis la chargée de partenariat de l'Institut Concorde. Donc, j'ai vraiment à cœur ce sujet parce que c'est une thématique qui est d'actualité. Et on voit aujourd'hui avec vraiment le contexte, notamment en France, plus largement en Occident, ce mouvement de jeunes, de la jeunesse africaine qui veut retourner au pays. Donc, j'ai vraiment hâte de discuter pardon, de ces thématiques avec vous et au plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup, Danouchka. Messan, du coup, je te redonne la parole pour que tu puisses te présenter et dire qui tu es. Merci beaucoup Charlène, merci beaucoup à l'ADI et merci beaucoup à l'Institut Concorde pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu. Donc, pour me présenter très brièvement, moi, je suis principalement, si je dois me présenter professionnellement, donc je suis juriste de formation et marketeur aussi, parce que j'ai complété mon parcours par une école de commerce. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai monté Webac to Africa, donc Webac to Africa qui a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants au retour en Afrique. Ça passe principalement par une communauté, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Et ça fait 2 ans que je travaille dans mon pays d'origine, à savoir le Togo. Bon, je dis pays d'origine, mais j'y suis né. Je suis parti quand j'étais très jeune et j'ai grandi en France. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis au Togo. Et très prochainement, en juillet, je devrais changer de pays d'Afrique.
Donc, c'est avec plaisir que je vais parler de mon expérience et partager ce que je sais. Et j'ai de la chance aussi d'avoir pas mal de personnes de la communauté qui sont déjà aussi rentrées en Afrique, qui sont, je crois, participants et participantes au chat, donc ils pourront aussi apporter leur point de vue à ce débat. Je suis dans les panélistes, donc je pense que je vais peut-être faire le tour. Je ne sais pas si je dois le faire, mais vu que Jed et Inda sont là, ce serait même bien effectivement aussi de vous présenter. Donc Jed, je te passe la parole rapidement et ensuite on finira par Inda et on débutera les questions rapidement. Merci beaucoup, Charlène. Merci à Danushka. Merci à Messan et à Inda. Alors, moi, je suis membre de l'ADI. Enfin, j'en suis le directeur. Et puis, voilà, tu l'as très bien présenté. On est un think tank qui rassemble des femmes et des hommes africains ou amis de l'Afrique pour essayer de penser les questions importantes liées au continent. Donc, je suis vraiment très content, ravi de la collaboration ADI Institut Concorde. Et on a déjà l'année dernière co-organisé une conférence qui a eu un énorme succès. Donc, j'espère que la collaboration va continuer dans cette lancée. Et puis, voilà, je profite encore pour remercier les panélistes pour, qui ont accepté, apporter leur expertise pendant cette conf. Et merci à toi, Chalène, d'avoir accepté modérer cette conférence. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jed. Inda, on finit par toi. Oui, bonjour, moi je suis Inda, Inda et tout. Je suis la directrice communication de l'Afrique des idées. Donc, je suis ravie d'être avec vous et de partager ce webinaire. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Et merci aussi à ceux qui sont en ligne. Très bien. Merci effectivement à ceux qui sont présents avec nous et ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette webconférence. Donc, on parle du retour en Afrique. Je pense qu'on ne va pas passer par 4 chemins. Il y a une dynamique actuellement qui est la suivante. Beaucoup d'Africains repartent sur leur continent, repartent sur leur terre d'origine. Et il y a quelques années de cela, on constatait l'inverse. On constatait effectivement, et d'ailleurs, c'est un phénomène qui avait été caractérisé comme étant la fuite des cerveaux. On déplorait en fait finalement cette fuite des cerveaux sur le continent africain. Aujourd'hui, on constate l'inverse. On constate effectivement que les enfants de la terre africaine ont envie de repartir chez eux. Et à cela, on a plusieurs raisons. Mais ces raisons, on va en parler. Donc, je vais peut-être commencer par un point d'actualité qui est de dire que cette réalité se manifeste par le fait que dans certains pays, par exemple le Bénin, on a vu récemment, tout au long du mois de mai, un projet de loi qui a été présenté pour justement accorder la nationalité aux afro-descendants béninois, qui à l'époque, effectivement, donc qui sont afro-descendants de Béninois, qui auraient été victimes effectivement de la traite négrière, puisqu'on sait qu'historiquement, le Bénin était quand même un foyer de départ effectivement d'esclaves. Simplement, il y a quand même une nuance qui est apportée, c'est que pour le cas du Bénin, on accorderait la nationalité aux afro-descendants sous réserve pour eux de ne pas intégrer la fonction publique, donc de ne pas pouvoir effectivement intégrer la fonction publique, de ne pas avoir le droit de vote. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une nuance qui est importante puisqu'on sait pertinemment que ce sont quand même des domaines qui sont des domaines régaliens. Plus récemment aussi au Gabon, on a eu un dialogue national à l'issue duquel la diaspora gabonaise a obtenu un statut, une reconnaissance institutionnelle. Et le but justement de cette reconnaissance est notamment de permettre ou de faciliter le retour au Gabon. Donc on voit que ce sont des questions qui sont vraiment prégnantes et importantes. Mais avant ça, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle de retour en Afrique, quand on parle de repat, tout à l'heure, Danushka parlait de repatrier.
De quoi on parle exactement? Est-ce que Messan, peut-être, là, je vais peut-être te passer la parole pour que tu puisses peut-être nous en dire un peu plus. Et ensuite, je passerai la parole à Danushka, puisque notre invité qui devait intervenir sur les questions de migration, effectivement, devait nous apporter des informations par rapport à ça. Mais Messan, par rapport, toi, à ton expérience, qu'est-ce qu'un repat? Quand on parle de repat, de quoi parle-t-on? Et comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce mouvement de repatriation vers le continent africain? Merci beaucoup, Charlène. C'est vrai que tu as évoqué plusieurs points intéressants, notamment la question aussi du Bénin, et il y a matière à débattre là-dessus, notamment le point de vue qui a été choisi par le Bénin, sachant que je crois que dans ce projet de loi, l'idée, c'est qu'une personne qui est afro-descendante peut avoir la nationalité automatiquement, presque très rapidement, passant quelques jours. Mais justement, si maintenant ils veulent être plus que ça, il faut qu'ils restent un peu plus longtemps au Bénin, je crois, dans ce projet de loi, donc on pourra revenir dessus. Mais pour la définition effectivement du cas du RIPAT, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau. Mais quand on s'intéresse un peu plus à cette dynamique, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment beaucoup plus ancien que ça. C'est vrai qu'on situe le mouvement Back to Africa déjà au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et on peut scinder deux grandes catégories dans le mouvement RIPAT. Donc, il va y avoir celles et ceux qui ont été victimes de la traite négrière, donc à travers l'esclavage transatlantique principalement. Et donc, ces personnes-là, notamment afro-caribéennes, afro-américaines, afro, euh, afro-latino, etc., qui souhaitent revenir sur le continent dans lequel ils ont dû partir, non pas de leur choix, mais en raison justement de ce drame historique. Et de l'autre côté, on a celles et ceux qui ont été victimes, euh, directement ou indirectement, de la colonisation. Donc, ce sont les deux grandes catégories, on va dire, de personnes qui souhaitent aujourd'hui retourner en Afrique. Et c'est vrai que il y a des subtilités, il y a vraiment une pluralité de cas. Il y a des gens qui sont nés en Occident et qui veulent rentrer en Afrique. Il y en a qui sont nés en Afrique, mais qui sont arrivés très jeunes. Il y en a qui sont venus pour les études et qui veulent ensuite retourner en Afrique. Donc, on a une pluralité d'hypothèses. Mais la chose que ces personnes-là ont en commun aujourd'hui, c'est qu'elles sont originaires du continent africain et elles veulent retourner sur la terre qui les a vues naître ou qui ont vu leurs ancêtres naître pour y apporter une contribution plus ou moins significative. En tout cas, ils veulent participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux, à savoir participer au développement de ce beau continent. Hum. Et pourquoi est-ce que alors, tout à l'heure, tu parlais d'un point qui est intéressant, c'est de dire que finalement, ce mouvement, cette dynamique de retour en Afrique est ancien, mais pourquoi on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que justement les Africains aussi veulent véritablement marquer le coup et faire connaître au monde, hein, que finalement ils veulent repartir chez eux et reprendre les choses en main? Ou bien c'est tout ça peut-être mélangé? Effectivement, Charlène, tu as évoqué beaucoup de points et tu as, à mon avis, dit les plus grandes hypothèses. À savoir qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique beaucoup de réseaux sociaux. Donc, ces réseaux sociaux participent à marketer l'Afrique différemment, à en faire un continent qui est le futur, en tout cas qui a été longtemps présenté comme le futur, la démographie qui explose, les matières premières. Il y a des endroits chics en Afrique. Bon, je ne vais pas évoquer tout le travail, mais il y a beaucoup de personnes qu'on appelle des influenceurs qui font ce travail-là et qui rendent l'Afrique accessible et qui donnent envie aux Africains de la diaspora et aux Afro-descendants de revenir sur leur terre et de voir comment ça se passe. Donc, il y a cette grande dynamique qui est à l'œuvre. Mais peut-être un point que beaucoup de personnes oublient aussi, c'est que on a cette impression-là parce que dans les années 90, l'Afrique était en guerre. L'Afrique était une zone de guerre. C'est-à-dire qu'entre les coups d'État, notamment en Côte d'Ivoire, entre la guerre au Sierra Leone, au Libéria, entre la famine sur la Corne de l'Afrique, entre la guerre aussi au Congo. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique était une véritable poudrière dans les années 90. Donc, c'est-à-dire que pendant ces années 90, plus personne ne voulait en Afrique parce que aller en Afrique, mais pour subir quoi? Pour faire quoi? C'était très compliqué. Et donc, on a cette Oui. situation où c'est un peu pacifié, notamment les géants économiques comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont plus ces problèmes-là de guerre civile. En tout cas, j'espère que ça va continuer. Donc, ce qui participe un peu, le fait est que l'Afrique soit pacifiée, ça facilite le retour de celles et ceux qui veulent rentrer sur leur continent. Donc, c'est la grande différence que j'y ferais, mais que ce soit en tout temps, les étudiants qui venaient dans les années 40, dans les années 60, etc.,
toutes ces Hmm. personnes avaient vocation à rentrer en Afrique. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont rentrés en Afrique, comme on dit, les pères fondateurs de l'Afrique, ont étudié dans la diaspora et sont retournés ensuite en Afrique. Donc, je pense qu'un Africain, lorsqu'il vient en Europe, son but premier, il se dit, mais je veux prendre ce que j'ai à apprendre et si jamais il y a des opportunités chez moi, je rentrerai chez moi. Et peut-être là, le cas va être un peu différent pour celles et ceux qui sont afro-descendants et qui ne connaissent pas le continent. Et c'est là où, effectivement, notre époque, notamment les médias, les réseaux sociaux, aident beaucoup à ces personnes-là pour voir que le continent de leurs ancêtres est un continent attractif dans lequel ils peuvent vivre et ils peuvent bien vivre même. Ok, très bien. Danushka, je me rends compte qu'effectivement, il y avait une question sur le point de vue des migrations, parce qu'il y a beaucoup de termes. Il y a le terme de migration, émigration, immigration, et c'est vrai qu'on prépare le web, la web conférence, je me suis un peu posé les questions autour de ça, mais l'intervenant qui devait nous accompagner aujourd'hui allait apporter des informations par rapport à ça. Donc, vu que tu es sa voix aujourd'hui, je vais te passer la parole pour que tu puisses peut-être compléter ce que disait Messan tout à l'heure, rapidement, peut-être apporter des contributions différentes sur le plan théorique ou autre, ou peut-être sur le plan économique. Enfin, en tout cas, je te passe la parole pour que tu puisses nous porter les infos. Oui, merci beaucoup. Je vais être assez brève, vu que Messan a déjà bien planté le décor. Je vais juste rebondir sur un élément. Je pense que également un facteur important qui a favorisé la répatriation ou le retour en Afrique de la diaspora africaine, c'est le changement de contexte dans les pays occidentaux. On dit souvent qu'il y a la fin de l'Eldorado européen, avec vraiment des contextes, une crise économique, hein, qui perdure dans certains États occidentaux, l'inflation, la montée du racisme, la xénophobie. Donc ces éléments-là aussi, je pense, contribuent fortement à motiver la diaspora africaine à retourner sur le continent africain. Pour ce qu'il en est des définitions, je pense qu'effectivement, il faut bien centrer à notre notion de immigration, qui est tout simplement le mouvement de personnes qui vont quitter le pays d'origine pour aller s'installer de manière permanente ou temporaire dans un autre pays, tandis que le retour, c'est un processus par lequel le migrant va retourner dans le pays d'origine après avoir passé une période à l'étranger. On distingue le retour volontaire et le retour forcé. Hein, parce qu'il y a aussi le retour forcé en cas d'expulsion, en cas d'échange de nationalité, où on est forcé à revenir. Par exemple, on a vu en France avec les OQTF qui font un peu le buzz. Mais nous, ici, on va se concentrer sur le retour volontaire, où les personnes, du fait de plusieurs motivations, par rapport à des raisons personnelles, par rapport à des changements de situation, souhaitent retourner dans le pays d'origine ou plus largement sur le continent africain. Maintenant, sur le continent africain, je ne sais pas si je peux partager, j'avais une petite carte, je vais vous la montrer. Elle est très intéressante comme élément parce qu'en fait, elle montre les hubs de migration sur le continent africain Voyez. et elle nous montre également les différents types d'immigration qui existent. Si on commence par au niveau de l'Afrique du Nord, donc la Libye, on sait que c'est un pays qui a accueilli longtemps les immigrés subsahariens parce que c'est une porte d'entrée vers l'Europe. Mais ça, c'est plus de l'immigration de personnes qui fuient les guerres, qui fuient les persécutions. Tandis que, par exemple, si on regarde, comme le disait Messan, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Golfe de Guinée, etc., on est vraiment sur des pays qui vont aussi accepter beaucoup de migration. Et là, cette fois-ci, c'est plus en termes d'économie, des migrants économiques qui vont arriver, notamment sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait vraiment un travail remarquable en termes d'infrastructure, en termes de législation pour accueillir les personnes migrantes, en termes de sécurité juridique aussi, parce que ces personnes migrantes qui veulent retourner en Afrique, en général, ce sont des profils économiques. Ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs, et donc ils cherchent également un État où ils vont avoir une protection juridique pour investir ou pour entreprendre. Et là, vraiment, on a une Côte d'Ivoire qui se montre comme un exemple sur le continent africain. On a également d'autres grands hubs sur le continent africain. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Est, on voit au niveau du Kenya, qui est aussi un pays d'accueil. Également le Gabon. Nous, au Gabon, par exemple, sur une population de 2 millions d'habitants, on a 500 000 migrants qu'on accueille dans l'État, essentiellement qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, mais également d'Afrique centrale, donc du Congo RDC et du Congo Brazzaville.
Puis, bien sûr, nous avons le géant sud-africain qui est un très grand pays d'accueil de migration. Donc là, en fait, cette carte-là nous permet déjà de voir les grands centres d'attractivité de migration sur le continent africain. Et ce qui entrait spécifiquement maintenant par rapport à la diaspora africaine, il faut savoir, faut avoir un chiffre en tête. C'est qu'aujourd'hui, on a 40% au moins, voire plus, de personnes de la diaspora africaine qui veulent retourner dans leur pays d'origine. Et on voit que l'impact de la diaspora africaine en Afrique, elle est très importante. Elle a toujours joué un rôle crucial. Dans un premier temps, en matière de transfert de fonds. Les envois de fonds des membres de la diaspora à leurs familles restées en Afrique constituent une source de ressources vraiment importante. Dans certains États, par exemple en Égypte, euh, la part de PIB en lien avec les transferts de fonds est de 7% du PIB. Donc, c'est assez énorme. C'est vraiment une ressource économique importante. Lorsqu'on parle de diaspora africaine, on parle également d'investissement direct, comme je disais, par rapport au profil plus économique. On a également le transfert de compétences, de connaissances, et également tout ce qui est réseau et influence. Donc, tout ça pour dire que la diaspora africaine, même étant à l'étranger, a déjà un impact considérable sur le continent africain. Et donc, son retour, en fait, ne sera qu'un plus dans le développement du continent africain. Super, merci beaucoup Danushka pour ces éléments. C'est vrai que 40%, c'est un chiffre quand même qui est très parlant. On voit qu'il y a vraiment une volonté de repartir pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons aussi, je pense, hein, de reconnexion à la terre. Parce que ça, c'est un élément, par exemple, dans l'étude que j'ai lue récemment, que je vais partager dans le chat, qui est très bien détaillé du point de vue des chiffres, parce qu'on a vraiment les éléments bien précis et spécifiques sur le pourquoi, en fait, finalement, il y a cette volonté de repartir en Afrique. Vous allez voir que dans cette étude-là, en fait, quand on regarde les chiffres, ces chiffres sont très spécifiques et très précis, certes, mais il n'y a pas, je trouve qu'il manque cet élément de simplement de volonté de se reconnecter à sa terre. Parce que ça, c'est un élément aussi dont on ne parle pas beaucoup et que je pense qu'il joue beaucoup dans la balance. Alors, Danushka, tu as évoqué le fait que pour des étrangers, par exemple, en pays occidentaux, ou même pour ceux qui sont nés sur le territoire, souvent, c'est très violent. Il y a des confrontations qui sont très violentes sur le plan institutionnel, sur le plan physique, donc les actes de racisme, les violences verbales, les violences institutionnelles, le fait de s'intégrer difficilement professionnellement, fait en sorte que finalement, il y ait une volonté de repartir. Et un autre point que tu as évoqué, Danushka, qui m'a sauté aux yeux, donc pour le coup aux oreilles aussi, c'est le fait qu'on a quand même un foyer en Afrique qui est l'Afrique de l'Ouest. Moi, la question que j'aimerais poser venant d'Afrique centrale, puisque je suis gabonaise, comment explique-t-on le fait que ce soit toujours, potentiellement toujours, les foyers les plus novateurs en la matière, ce soit l'Afrique de l'Ouest. Là, peut-être je vais passer la parole à Messan. Peut-être que de ton point de vue, quels sont les éléments qui expliquent finalement que l'Afrique centrale soit à la traîne? Pourquoi en Afrique centrale, on n'a pas ces gros foyers qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Afrique de l'Est aussi, parce qu'on a vu avec le géant sud-africain. Apparemment, pour avoir vraiment creusé le sujet, et c'est vrai que bon, nous, ce qu'on fait par exemple dans Web Back to Africa, c'est que les gens rejoignent cette communauté de personnes qui veulent retourner en Afrique. Donc très rapidement, ils vont remplir un forme, ils vont donner des informations, notamment de quelles origines, de quel pays ils viennent. Donc est-ce qu'ils viennent d'Afrique centrale, est-ce qu'ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils viennent de l'Afrique de l'Est, etc. Ensuite, dans quel pays ils souhaitent revenir, etc. Et c'est vrai qu'il y a une corrélation entre le fait est que les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest veulent rentrer en Afrique de l'Ouest. Donc, sont attirés par quelqu'un qui est ivoirien va être attiré par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, par peut-être le Ghana, etc. Quelqu'un qui est originaire du Togo va être attiré par la Côte d'Ivoire, par le Togo, peut-être par l'Afrique de l'Est. Et pourtant, quelqu'un qui est originaire d'Afrique centrale également va être attiré par les mêmes pays en Afrique de l'Ouest, alors qu'il est originaire d'un pays d'Afrique centrale. Et c'est là où je me posais la question, je discutais avec des amis d'origine camerounaise, gabonaise, etc. Et même éventuellement de la RDC aussi, qui m'ont fait une blague, mais apparemment, ce n'était pas une blague pour eux, c'est vraiment sérieux. Parce Ils que me disent, tu ne,
Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas bantou. Je leur ai dit, mais comment ça, je ne peux pas comprendre, je ne suis pas bantou. Ils m'ont dit, mais il se passe quelque chose en Afrique centrale qui fait que ça ne nous donne pas envie de venir, de retourner en Afrique centrale. Et ça, tu ne peux que le comprendre en étant quelqu'un originaire de cette partie-là de l'Afrique. Et c'est aussi très lié, je pense, aux situations politiques des pays. Donc, on ne va pas Hmm. poser là-dessus, mais je crois que c'est très lié à ça. Et ce qui fait qu'une personne qui vient d'Afrique centrale, lorsqu'elle découvre notamment également l'Afrique de l'Ouest et la manière dont les personnes aussi accueillent les étrangers, ça les surprend. Et c'est un endroit où ils se sentent plutôt bien. Et c'est pour ça que notamment en Côte d'Ivoire, on va retrouver une forte communauté camerounaise. Et par exemple, par Hmm. rapport aux données que j'ai dans Web Actu Africa, c'est-à-dire que la plupart des Camerounais, systématiquement, lorsqu'on leur demande un pays dans lequel ils veulent rentrer, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est là, je ne sais pas s'il y a effectivement un pont entre les deux pays, mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest attire beaucoup. Mais peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait Danouchka par rapport à la Côte d'Ivoire aussi s'est placée comme un Eldorado pour les Africains et pour les étrangers en général. Hmm. L'idée de la Côte d'Ivoire, c'est de prendre tous les talents partout d'où ils sont, notamment en Afrique, et de les faire venir en Côte d'Ivoire. Donc, il y a toutes ces dynamiques, notamment qui avaient créé des coups d'État dans les années 80, qui avaient créé des problèmes de guerre civile, etc., notamment avec l'ivoirité. Mais la Côte d'Ivoire, ça se présente vraiment comme un hub dans lequel on dit, toi, tu es ivoirien parce que tu vis en Côte d'Ivoire et parce que tu contribues au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc, que tu sois togolais, que tu sois sénégalais, que tu sois gabonais, que tu sois rwandais, peu importe. Si tu vis en Hmm. Côte d'Ivoire et que tu y apportes ta science, ce que tu sais, et que tu l'as fait grandir, bienvenue en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est aussi peut-être on reviendra dessus, je ne sais pas si c'est l'objet du débat, mais c'est les deux grandes thématiques de panafricanistes, entre d'un côté le groupe de Monrovia et de l'autre côté le groupe de Casablanca, qui d'un côté on se dit on veut une Afrique fédérale, et donc, Mhm. unie, elle est seule. Et de l'autre côté, on veut une Afrique où chacun a un État, mais en fait, chaque État doit être ouvert à tous les Africains. Donc, c'est un peu la dynamique Hmm. de Houphouët-Boigny et Kwame Nkrumah, etc. Donc, la Côte d'Ivoire a fait ce choix-là politique de se montrer comme un État non pas fédéral, qui ne va pas rentrer dans toute l'Afrique, mais qui laisse tous les Africains venir en Côte d'Ivoire si ces derniers apportent un peu leur contribution. Et ça fait que il y a aussi peut-être ce parallèle que je voudrais ajouter, et je pense que vous le savez aussi, mais quand on vient de la France, la Côte d'Ivoire, quand on y va, on n'est pas dépaysé. Donc, tout le monde parle français. Par exemple, dans un pays comme le Oui. Togo, si vous ne parlez pas Mina, si au Bénin, vous ne parlez pas, si vous parlez pas fond, si vous n'avez pas quelques notions de Mina, ça va être, déjà, vous allez sentir un peu la distance avec les gens. Donc, il y a cette dynamique aussi de la langue, de la culture, qui fait qu'il y a certains pays qui vont être plus attractifs, plus intéressants quand on a cette culture francophone commune. Ok. Ces éléments-là sont vraiment intéressants. C'est vrai que la plupart de nos artistes, enfin pas tous, mais en tout cas une bonne partie de nos artistes, migrent en Côte d'Ivoire et ils sont les bienvenus, hein. Les Gabonais en Côte d'Ivoire sont les bienvenus. Donc c'est vrai que de ce point de vue, je suis totalement d'accord avec toi, mais sans que la Côte d'Ivoire a fait ce pari d'être une terre d'accueil de tous les Africains, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, bien évidemment. Jette, je voyais que tu faisais un peu la grimace quand on parlait du Bénin. Est-ce que tu peux Oui, nous oui, dire peut-être un oui. petit... Oui, oui, non, mais l'idée de dire que si on ne parle pas le faux, on n'est pas bienvenu au Bénin, je m'inscris totalement au faux. Je m'inscris Non, totalement au faux. on n'est pas le bienvenu. Je ne dis pas, c'est pas, on n'est pas le bienvenu, mais il y aura toujours Oui, de la oui, distance avec les gens. Il y aura entre, tu vois, moi je suis béninois et je suis togolais également, mais oui. entre ce que tes membres de ta famille peuvent dire quand ils vont parler fond et ce qu'ils vont dire quand ils vont parler français, il y a un monde. C'est-à-dire que la manière dont ils vont être contents de parler, etc. Alors que pour un pays comme la Côte d'Ivoire où tout le monde parle français, il n'y aura pas Oui. de changement d'information ou de changement de personnalité entre le moment où ils parlent leur langue et puis le Oh, moment où ils oh, parlent oh, français. ouais, je suis moyennement d'accord avec ça, puisque je pense que les gens sont toujours plus à l'aise dans leur langue maternelle. Ils ont plus de nuances dans leur langue maternelle que dans une langue étrangère, même si elle est la langue officielle au Bénin. Bon, ce que je veux dire, c'est que aller au Bénin, c'est un très bon pays, et vous allez voir, vous allez être très bien accueillis. Les gens sont très gentils dans ce pays. Je Mais voudrais, d'autant qu'en plus, peut-être, Jette, tu pourrais intervenir sur la loi, là, le projet de loi en cours. Si vraiment on doit prendre un exemple concret au niveau de l'actualité, tu as sans doute eu vent de ça. Peut-être, qu'est-ce que Oui. tu en penses? Est-ce que c'est une politique qui va favoriser ou est-ce que c'est une politique au contraire qui va fermer? Parce que là, si on compare bien, ben, c'est quand même spécifique pour les Béninois, afro-descendants, donc pas très ouvert finalement comparé par exemple à la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est un pari, c'est un choix. Qu'est-ce que toi tu en penses?
Oui, alors même avant ce projet, faut rappeler que Hmm. déjà en 2018, le président Talon a été le premier président africain à avoir aboli le visa pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est-à-dire que Faux, si... D'accord. Pardon? Pardon? faux. Ce n'est pas vrai. Si je me trompe, Mais, si mais- je me mais- trompe pas, mais- c'est justement, on a repris cette information, mais le Kenya l'avait déjà fait. Je crois que c'était le Kenya qui l'avait déjà fait. Et le Bénin était le deuxième pays qui le faisait. d'accord. Bon, on n'est pas le premier. Mais en Il tout fait cas, partie de Je la peux tête de même, liste, on va dire ça. voilà. je peux même dire que le premier pays à avoir supprimé le visa en Afrique, c'est le Rwanda. C'est le tout premier pays. Exactement, C'est le exactement, c'est le Rwanda. Rwanda. Voilà. C'est là, j'ai confondu Alors, les deux je Le sais pays que le Rwanda. rapidement. Rwanda, effectivement, alors, c'est vrai que je me trompe de temporalité, mais c'est pas grave. Mais le Bénin a quand même annulé, n'est-ce pas, le visa pour tous les Africains. Donc, je trouve que cette Hmm. dynamique de dire, ben, on est en Afrique, donc tous les Africains sont bienvenus, je pense que d'autres pays feraient bien de s'en inspirer, n'est-ce pas? Et puis après, le Bénin, de par son histoire, euh, s'est dit que la colonisation nous a fait beaucoup de mal. Et Hmm. donc, il faut. Alors, les historiens ne sont pas vraiment d'accord sur les chiffres, mais c'est entre 200 000 et 500 000 personnes qu'on a perdues, rien que des Béninois. On ne compte pas ceux du royaume de Yor, donc on va considérer du Nigeria actuel, qui, eux, passaient aussi par les côtes de Ouida, mais rien que des Béninois purs, enfin, qui étaient du royaume de Dahomey ou d'autres royaumes voisins, enfin, qui étaient de l'ensemble Dahomey et ses dépendances, eh bien, ces gens-là, c'est entre 200 000 et 500 000 personnes. Bon, ça veut dire que historiquement, il y a eu un énorme problème en fait, de fuite et de dépeuplement. Et donc, le président actuel s'est dit, ces gens-là, évidemment, ils ne sont plus au Bénin, mais ils ont une culture béninoise, etc. Évidemment, leur terre, leur nouvelle terre a peut-être altéré un tout petit peu les habitudes, etc. Mais ils restent des Béninois. Et donc, ces gens-là, leur fils, leur famille, doivent pouvoir prétendre, en tout cas, à la nationalité béninoise, même si c'est avec Mhm. quelques restrictions au départ, même si, parce Ouais. que, comme tu le rappelais, je crois que le droit de vote n'est pas intégré. Oui, il y a des conditions. Voilà, il y a Mhm. des conditions. Et je crois aussi qu'ils n'ont pas le droit de participer au concours pour être recrutés en tant que fonctionnaire, etc., etc. C'est Donc, ça. après, Hmm. c'est un projet de loi. Donc, il va forcément euh, Il va y avoir des il est amendements, des amené aménagements et tout ça. absolument. Donc, on n'a pas encore la loi finale, mais je pense que la loi finale sera beaucoup plus ambitieuse que le projet de loi. Parce que quand j'entends en discuter avec quelques gens proches de certains députés, etc., qui veulent vraiment ne pas créer des citoyens de seconde zone aussi. Hmm. Soit on est béninois, soit on ne l'est pas. Mais être Oui, c'est ça. béninois et bon, ne pas avoir le droit de vote, c'est quand même bizarre. Enfin, on va créer une C'est ça, c'est ça. exception qui risque d'avoir posé des problèmes juridiques aussi. Enfin, moi, je ne suis pas juriste, mais enfin, qui risque de poser des Mhm. questions juridiques. Donc, c'est soit on a une nationalité et donc on jouit des droits Pleinement. pleinement de cette nationalité, soit on ne l'a pas. Donc, Hmm. euh, donc, concrètement, à la fin, on va se diriger vers eh ben, la nation, donner la nationalité à tous ces gens-là sans restriction, ou Mhm. alors on va se diriger vers un type de séjour spécial pour ces gens-là. Donc, je ne sais pas Hmm. ce que la loi finale donnera, mais voilà les deux options qui sont OK. en discussion. Ouais. En tout cas, il y a une volonté déjà de la part du Bénin depuis déjà un moment, ça Absolument. remonte à 2018 et peut-être même encore avant, cette volonté-là vraiment de revoir venir sur son territoire ses enfants et peut-être même Absolument. les enfants de manière générale d'Afrique. Et ça, c'est vraiment important. Quels Absolument. sont les gros foyers, peut-être revenir sur mes 100, merci beaucoup Jed, quels sont les gros foyers qui attirent finalement, parce que se pose aussi la question de savoir, on rentre en Afrique, mais on rentre pourquoi? Oui. Quels sont les secteurs qui attirent?
est-ce qu'il y a des secteurs vraiment comment dire, il y a le terme, oh, aidez-moi, Qui attire, tu veux dire? Qui se Des marques, développe? hein. Des marques. non, qui font la différence. Allez, je vais aller sur ça. Des secteurs qui font la différence. Est-ce qu'il y a des gros foyers, des gros secteurs effectivement de développement qui attirent? Je pense par exemple au tourisme, parce que je sais que par exemple au Gabon, on a dans ce secteur-là un gros foyer de développement qui fait que bah, les Gabonais de la diaspora ont envie d'investir là-dedans, mais pas seulement dans ce foyer-là, il y en a d'autres. Donc, est-ce que finalement, Messan, de par effectivement Way Back to Africa, on a des éléments spécifiques? Est-ce qu'il y a des gros foyers qui attirent vraiment et au contraire d'autres où sincèrement, non. Les Africains de la diaspora se disent non, sincèrement, dans ce secteur-là, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Effectivement, peut-être déjà aussi pour rebondir sur le point du Bénin, et on parle de gros foyers qui intéressent les gens, et c'est vrai que le Bénin fait un gros travail de marketing pour attirer les gens de la diaspora. Et en fait, quand on regarde un peu la manière dont procède le Bénin, c'est la manière dont a procédé le Rwanda il y a de cela quelques années, aussi bien avec la diaspora et puis l'ouverture au monde. Et c'est là où en fait ces deux pays sont intéressants aussi. C'est parce que il y a un focus sur le tourisme qui est fait, donc c'est ce que tu disais, Charlène, mais en même temps, ces deux pays attirent difficilement des gens qui ne sont pas béninois. C'est-à-dire que moi, si je regarde les chiffres de Web to Africa, après, effectivement, Web to Africa ne représente pas l'intégralité de la population qui est retournée en Afrique, mais par rapport aux chiffres Oui. que j'ai, beaucoup de gens sont intéressés par le Bénin, mais en même temps, très peu de gens font le choix de s'installer au Bénin, notamment des Béninois. Par exemple, on voit Sophonie qui peut-être va rentrer au Bénin dans quelques mois ou quelques temps, mais qui n'est pas encore au Bénin. Et en fait, il y a une grande partie de cette diaspora qui veut être au Bénin tout de suite, mais qui n'y est pas encore. Et ça, c'est un peu un mystère aussi que je n'ai pas encore réussi à résoudre. C'est pourquoi ils sont attirés par le Bénin. Parce que le Bénin a l'air attractif et quand on va au Bénin, effectivement, on est très content d'y aller et on s'y plaît, mais les gens ne rentrent pas encore au Bénin. Et l'un des points majeurs que j'ai remarqué lorsque les personnes retournent en Afrique, soit c'est parce qu'effectivement, elles ont une opportunité professionnelle dans leur domaine, et ces opportunités sont vraiment variées, hein. Je ne pense pas qu'il y ait un parcours classique. Des gens qui sont dans le marketing, dans la communication, d'autres qui sont juristes, d'autres qui sont dans le domaine bancaire. Donc, il n'y a aucun facteur, j'ai vu aucun domaine qui se démarquait en tant que tel. D'accord. Mais en revanche, ce qui est sûr, les gens qui retournent en Afrique ont cette volonté entrepreneuriale. C'est-à-dire que même s'ils sont employés à l'heure actuelle, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire en Afrique, ils ont cette vocation entreprendre dans plusieurs domaines. Ils ne sont pas forcément, parfois c'est dans le domaine éducatif, parfois c'est dans le domaine du tourisme, etc. Mais c'est vrai que c'est L'agriculture aussi, souvent. l'agriculture, etc. Et je pense effectivement c'est dû aussi un peu à ce phénomène sur Internet qu'on voit, les gens qui parlent de s'enrichir notamment en allant dans ces domaines-là. Euh, mais voilà, c'est ce qui recouvre un peu les différentes hypothèses. C'est très varié, mais que ce soit de l'entrepreneuriat attire beaucoup. Donc effectivement, agriculture, tourisme, immobilier, comment gagner de l'argent, c'est ce qui leur plaît. Mais il n'y a pas un domaine en tant que tel qui va se démarquer le plus. En fonction du pays, je pense qu'on pourrait peut-être recouper l'information. Ce n'est pas un travail qu'on a déjà fait, mais peut-être qu'on devrait le faire justement. Et à ce moment-là, on pourra en savoir plus. Mais pour l'instant, le fait est que les gens de la diaspora, quand ils rentrent en Afrique, même s'ils y travaillent, leur but ultime à la fin, c'est d'être entrepreneur, de créer quelque chose. Et je pense que c'est pour participer à créer de la valeur ajoutée. Oui, et ça, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que, comme on dit, hein, tout est encore à faire. Le continent africain est un continent qui est vierge et que les opportunités, justement, de création d'emplois, de services, c'est large, en fait. Donc, on a vraiment plusieurs domaines dans lesquels on peut intervenir. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est ces personnes-là qui ont envie de rentrer, mais qui ne sont pas encore parties. Donc, il y en a qui veulent rentrer immédiatement, qui sont prêts à rentrer immédiatement. Et il y en a effectivement qui sont encore en train de réfléchir. Il y en a aussi qui ne veulent pas rentrer. Ça aussi, je pense qu'il y a des chiffres sur les gens qui ne veulent pas rentrer. Alors, la proportion, pour le coup, quelle est la proportion de personnes, par exemple, qui ne veulent pas rentrer et comment ils l'expliquent? Mais est-ce que dans Way Back to Africa, vous avez... alors, l'objectif, c'est plus effectivement de mettre l'accent sur ceux qui veulent rentrer, mais c'est quand même intéressant de savoir est-ce qu'il y a une proportion de gens qui ne veulent pas rentrer et pourquoi? Pourquoi surtout? Et ça, c'est vrai que c'est la question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais toi, tu sais finalement pourquoi les gens veulent rentrer, mais tu sais pas pourquoi les gens ne veulent pas rentrer. Si tu sais pourquoi les gens ne veulent pas rentrer, tu pourras plus facilement les inciter à rentrer.
Et en fait, c'est vraiment triste, hein, mais c'est vrai que les gens qui ne veulent pas rentrer, c'est souvent lié à des drames personnels. C'est-à-dire que pour les Africains, par exemple, certains ont été Hmm. peut-être fils de militaires, etc. Leurs parents ont été persécutés, ils ont été opposants, etc. Donc, il y a Ah ouais. il y a cette douleur qui est ancrée parfois en eux qui fait qu'ils se disent, moi, l'Afrique, mes parents ont trop souffert, moi, j'ai trop souffert, je ne veux plus y remettre les pieds. Je suis content d'être avec les Africains dans la diaspora, on discute, on mange, on fait des blagues, mais l'Afrique ne m'en parlait plus. Donc, il y a beaucoup cette douleur. Et puis, maintenant qu'on va prendre parfois aussi le pas des gens qui sont afro-descendants, il y a cette image négative et parfois qui vont dire, vous nous avez vendus. Ils disent, les Africains, vous nous avez vendus. Pourquoi on va revenir avec vous alors que vous êtes les gens qui nous avaient vendus, etc. C'était de votre faute, etc. Parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. On leur disait, mais écoutez, il y a eu l'esclavage transatlantique, il y a des gens qui venaient d'Europe et puis qui on mettait dans des bateaux, mais c'était les chefs africains qui participaient à tout cela. Donc il y a aussi cette dynamique où ils se disent, mais en fait, non, nous, on n'est plus africains, on est effectivement, si vous voulez, des afro-descendants, mais on n'est pas des Africains. Donc à ce moment-là, revenir sur le continent, ça ne nous intéresse pas. Hmm. Et voilà, j'ai évoqué 2 points, donc la douleur personnelle lorsque nos parents ont vécu certaines choses en Afrique. Après, pour les afro-descendants, le fait est qu'il y a une volonté de pushback, en tout cas de repousser l'Afrique, de ne pas être proche de l'Afrique, etc. Et puis l'autre point, et qui est le plus crucial, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, c'est-à-dire que euh, Hmm. si on n'a pas d'emploi, si on arrive en Afrique sans économie, si on n'a pas d'emploi, si on n'a pas forcément de connaissances, etc., l'expérience peut être très difficile. Ça peut être très difficile. Donc, ça fait que les gens attendent d'avoir la bonne opportunité aussi pour rentrer. Je ne sais Oui. pas, je c'est notre cas aussi au Mali actuellement. Moi, j'ai été au Togo pendant 2 ans et puis j'ai envie de vous dire où je pars après pour que vous compreniez. Je pars vers un pays qui est encore plus attractif, mais je garde un peu le mystère. On Je aurait bien, et partais moi au Togo. j'aurais posé la question, je ne te cache pas. Mais bon, si c'est entre guillemets un secret de polichinelle, je vais quand même laisser ça Peut-être fermé. peut-être- peut-être à la fin de la conférence, mais D'accord. euh, OK. donc, et en fait, comme que ce soit Danushka Oma, Danushka, je ne connais pas son profil, mais je pense que si on creuse, c'est aussi dû à une bonne opportunité. Moi, c'est vrai que j'avais créé Web Hmm. Active Africa, puis j'étais rentré. Je me disais, bon, quand je serai sur place, je verrai ce que je fais. Et puis, en étant sur place, j'ai trouvé de bonnes opportunités. Mais il fallait d'abord avoir enfin, prendre ce risque-là. Et c'est une fois sur place, quelques mois après, j'ai trouvé cette bonne opportunité. Mais si je n'avais pas eu cette bonne opportunité, peut-être que je serais reparti. Je me serais dit, bon, par rapport à mon background, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à l'argent que je peux gagner, etc., est-ce que c'est le plus pertinent de rentrer maintenant? Ça aurait été totalement différent. Donc là, la bonne opportunité était là. Donc je suis resté. Hmm. J'ai fait vraiment de belles choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, hein. C'est en l'espace de 2 ans, tout ce que j'ai fait sur le continent, je pense que j'aurais peut-être pris 20 ans à le faire en Europe. Donc vraiment, le fait est que, bon, là, je fais un peu aussi la promotion je fais la promotion aussi de Web Act of Care, mais c'est comme ça que je l'ai conçu. Mais c'est vrai que la communauté, le fait est qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je demande à quelqu'un qui est là, je parle à tout. Bon, j'ai visité à peu près une dizaine de pays africains et que chaque fois, en fait, j'ai des gens qui sont rentrés en Afrique, qui peuvent m'aiguiller, ça me permet de ne pas perdre du temps. En fait, c'est un game changer pour moi et véritablement, j'ai fait des choses dans l'espace de 2 ans. Je me dis, waouh, ça m'aurait pris 30 ans, toute une vie en Europe. Donc, on disait que c'était un terrain vide. Bon, on n'allons pas jusqu'à là, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire et quand on les fait bien, ça plaît aux gens et les gens sont intéressés. Hmm. L'opportunité de départ, c'est important à mettre en avant parce que c'est vrai que repartir finalement dans son pays d'origine sans objectif, sans vision, sans même de piste d'emploi, quand on connaît les réalités de terrain, parce que c'est vrai que d'un point de vue administratif, d'un point de vue même culturel, ça peut parfois être compliqué. Quand on revient de l'étranger où il y a une autre façon de penser, une autre façon de fonctionner, c'est parfois un peu difficile. Mais lorsqu'on a les idées claires, lorsqu'on a en plus créé un réseau en amont, qui facilite l'insertion. Et quand on est dégourdi aussi, tout simplement, parce que c'est une question aussi de personnalité, hein, parce qu'il faut être dégourdi, il faut savoir trouver le bon filon. Là, je pense à Danushka, d'ailleurs, à qui je vais donner la parole. Mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment être dégourdi. Il faut savoir se mouvoir aussi dans n'importe quel pays, parce que parfois, on a peur aussi d'aller dans un pays étranger au nôtre sur le continent africain. Parce que quoi qu'on en dise, la culture qu'on peut retrouver, alors on a une même et seule culture africaine, mais il y a quand même des différences quand on va à l'ouest, à l'est, au centre, c'est différent, hein. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas les contacts, quand on n'a pas les idées, quand on n'a pas, on n'observe pas, on n'est pas dégourdi, ça peut aussi être compliqué. Donc, Danushka, je vais te passer la parole parce qu'on va arriver au troisième temps, justement, de notre échange.
qui concerne les politiques de retour, les politiques et programmes de retour, dont devait nous parler justement notre invité qui travaille à l'OIM, l'Organisme international sur les migrations. Et c'est vrai que ce serait intéressant peut-être de recentrer un peu sur ça, sur les politiques qui sont mises en place, peut-être pas pays par pays, mais globalement. Et puis toi aussi nous donner un peu ton feedback sur ton expérience, toi qui voyages énormément, tu as voyagé à travers le monde, mais l'Afrique t'appelle, l'Afrique t'attire, ça a toujours été aussi ton mot d'ordre. Donc voilà, juste nous faire un petit point sur ça et comme ça, on pourra amorcer la 4e et dernière partie. Ok, très bien. Je vais être assez brève. Je pense que moi, la première chose que je dis aux gens qui veulent venir sur le continent, c'est on ne part pas sans argent. Vraiment, parce que quand on vient de France, on a un niveau de vie ici qu'il faut maintenir après sur place. Sinon, ce sera un échec, à coup sûr. Si tu pars en disant que je vais faire des économies parce que la vie n'est pas chère là-bas, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment avoir de côté un bon capital pour pouvoir maintenir un niveau de vie confortable pour pouvoir rester sur le long terme. C'est quoi le bon capital? Parce que là, moi, j'ai besoin d'un chiffre. Moi, par exemple, qui me projette, je me dis, bon, peut-être dans quelques années, je vais repartir au Gabon. Pour diverses raisons, je vais aussi faire un peu de mystère comme mes sangs. Mais en tout cas, voilà, le Gabon, c'est mon pays d'origine. C'est un pays où il y a plein de potentiel et je vois le potentiel pour le coup. En plus, j'ai mis en place un instrument quand même qui n'est pas négligeable, l'Institut Concorde. Bref, donc avec tout ça, combien, le capital en question, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un chiffre? Bon, je suppose qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais concrètement. Il n'y a pas de chiffre précis, mais tout dépend de la destination. Certains pays vont être OK. plus chers, d'autres vont être moins chers. Par exemple, moi, je suis venue au Mali, et le Mali est un PMA, donc honnêtement, un petit capital peut suffire. Maintenant, si tu pars au Gabon, les prix de loyer au Gabon, les prix de la course, le prix du chauffeur, ça n'a rien à voir, c'est le triple. OK. Donc là, par exemple, c'est différent. Après, je pense que dans une fourchette en général, moi, je me suis installée avec 5 000 euros. Et en OK. me disant que c'est surtout au niveau de la suite, c'est-à-dire quel salaire me permettrait de vivre confortablement en Afrique. Et moi, j'ai déterminé ça à 1 million de 4 000 euros. C'est pas possible. Hmm. Vraiment, parce qu'on veut commencer à dire que, bon, je suis en Afrique, donc l'appartement, je vais prendre ça dans un quartier, dans un bas-fond, ça va pas marcher. Je vais aller au marché, tu vas trouver les odeurs, tu vas trouver les mouches, tu vas dire non, je vais partir au supermarché. Fait que finalement, le coût d'avis va monter très, très, très vite. Tu vas vouloir prendre Hmm. un chauffeur, tu vas vouloir prendre une ménagère, etc. Fait que il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments-là lorsqu'on OK. s'installe sur le continent. Pour ma part, moi j'ai grandi en France et vraiment je suis reconnaissante de ce que j'ai appris en France. J'ai fait mes études en France et au Canada, mais j'ai été très déçue de la France avec le contexte qui était pour moi très décevant et ça m'a vraiment poussée à vouloir quitter la France. Et je me suis toujours dit que dans tous les cas, je compte rentrer sur le continent africain, faire plusieurs pays d'Afrique, commencer par le Mali, descendre en Côte d'Ivoire, Sénégal, et après aller progressivement vers l'Afrique centrale qui est vraiment ma demeure. RDC et finir au Gabon comme tout Gabonais qui se respecte. Exactement. Donc, c'est ça. Il y a cette volonté-là. Maintenant, je pense que on m'a parlé il y a un secteur qu'on a oublié de mentionner. Et là, je parle par rapport à ceux qui sont dans les participants. On n'a pas de l'agriculture, de l'entrepreneuriat, mais Hmm. il y a aussi la coopération internationale. Les gens oublient Oui, ça, c'est vrai. mais C'est la vrai. coopération internationale en Afrique, c'est vraiment un secteur qui se développe parce que c'est un continent en développement. Donc, que ce soit les institutions africaines, les institutions régionales, les OSC, les ONG, les médias, c'est un secteur en plein essor qui recrute de manière vraiment considérable. Donc, de là, vraiment, moi, je dis souvent, n'hésitez pas à aller voir comment rentrer sur le continent par la coopération internationale. Surtout que ça permet d'avoir des contrats de 3 à 4 ans dans un état fixe avec un salaire qui est fixé par rapport aux conventions internationales et non aux conventions locales. Hmm. On est quand même à l'aise et surtout, on contribue de manière directe au développement du pays. Donc, Hmm. vraiment, la coopération internationale, c'est aussi un élément que faut mettre en avant pour pouvoir, comme facteur aussi pour aller sur le continent africain. Et juste revenir sur un élément que Messan a mentionné sur les différents drames qui font que les gens ne veulent rester justement en Occident. Et là, c'est vraiment une vraie question parce que moi, je suis au Mali et je me rends compte que le secteur de la santé, c'est
catastrophique. J'adore le pays, mais quand on voit qu'il y a seulement Ouais, peut-être 10 oxygènes dans tout le pays, ça fait très, très peur. ouais, Donc, c'est clair. en général, des échos que j'ai, c'est toujours la santé et l'éducation. C'est les deux éléments qui ressortent toujours en termes de freins pour venir sur le Oui, continent africain. Et c'est là où il faut vraiment, là pour le coup, il faut avoir une assurance santé, mais importante, internationale en fait, qui peut te couvrir, qui peut te rapatrier dans un pays qui a des meilleures infrastructures hospitalières. Donc, ça, c'est vraiment une ouais, question très, très importante qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut venir sur le continent africain. Assez rapidement sur les programmes d'aide au retour en Afrique. oui. Alors, je ne vais pas faire tous les programmes, mais je peux citer quelques exemples qui montrent vraiment il y a un mouvement qui n'est pas seulement impulsé par la diaspora africaine, mais par les États et par les institutions. Au niveau des institutions, bah, bien sûr, les Nations Unies est vraiment un levier, notamment Mm. l'UNESCO. On ne le sait pas, mais l'UNESCO et la francophonie sont deux institutions qui poussent vraiment différentes personnes qui souhaitent retourner soit dans leur structure d'origine, soit sur le continent africain à travers des programmes d'échange, des programmes d'éducation, de culture, etc. Je sais que l'UNESCO a beaucoup travaillé avec la RDC et la RCA notamment sur le retour, non pas de la diaspora africaine, mais des afro-descendants issus des Caraïbes, de Haïti, de la Jamaïque, etc., pour qu'ils puissent revenir dans leur terre-mère et pouvoir rester sur place et contribuer au développement de la RDC ou de la RCA. Après, au niveau des États, on a mentionné les trois, pour moi, on a 4 grands États en Afrique qui a vraiment mis en place des infrastructures et un système de retour pour leur diaspora et pour les afro-descendants. Mm. Le Ghana. Le Ghana attire beaucoup les afro-descendants. On a eu pas mal de stars américaines qui sont revenues sur le territoire, qui ont brassé Mm. le sol du Ghana, très symbolique. Il y a également le Rwanda. Le Rwanda, on n'en parle pas souvent parce que malheureusement, en Afrique centrale, on est dans un contexte où, comme tu le disais, n'attire pas trop la diaspora parce Oui, que la RCA sort d'un conflit armé de 4 ans, la RDC est toujours en c'est conflit ça. armé, le Cameroun du Nord connaît la crise anglophone. Et surtout, après les autres petits États, entre guillemets, la Guinée équatoriale, Sao Tomé, le Gabon, sont des États qui sont fermés. Vraiment, la culture gabonaise, la culture guinéenne, sao-tomienne, ces États qui n'ont pas vraiment développé de soft power et qui restent encore Mm. dans un état embryonnaire en termes d'expansion de leur culture. Oui, Donc, c'est c'est ça qui vrai. bloque un peu. Mais par contre, on a le Rwanda euh, qui est un peu un leader en Afrique centrale en termes d'accueil de la migration et qui a vraiment mis en place des politiques sur la fin des visas, sur le fait que un étranger, au bout de 10 ans, 15 ans, peut maintenant voter dans l'État, peut acquérir la nationalité. Donc, vraiment, le Rwanda est dans cette démarche-là. On le voit maintenant dans l'actualité avec le fait qu'ils vont récupérer des migrants du Royaume-Uni. Il me semble que c'était acté il y a quelques Oui, oui, semaines ouais, j'ai vu vraiment cette l'info. mouvance-là de vouloir accueillir une grande population. Après, bien sûr, on sait pourquoi le Rwanda le fait. Voilà, bon, ça c'est c'est un autre sujet. Donc voilà un peu ces éléments-là. Après, bien sûr, il y a des États en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui essayent le Mali, le Nigeria, à travers des fonds de la diaspora. Mais à la différence du Ghana, du Rwanda, du Kenya, du Bénin, c'est que le Mali Mm. et le Nigeria, eux, ils coopèrent avec la diaspora qui reste à l'étranger. Donc, ils sont en train de faciliter en fait l'entrée des revenus, Mm. les échanges, mais sans pour autant vouloir les accueillir dans l'État, dans leur pays d'origine. Donc, voilà un peu grosso modo les différents éléments que je peux donner ici pour montrer un peu les différentes dynamiques en termes de politique et d'attractivité, soit par les institutions, soit par les États sur le continent africain. Ok, super, très très intéressant. C'est vrai que ça permet d'avoir une cartographie, d'avoir vraiment une vision un peu plus globale de ce phénomène de retour, avec des États qui se positionnent comme des terres d'accueil, d'autres comme des terres d'accueil, mais simplement pour la réception des fonds, d'autres
enfin, il y a vraiment plusieurs dynamiques, des pays qui ne sont pas forcément portés sur ces dynamiques-là parce que ils n'ont pas vraiment, développé, là c'est le cas du Gabon, les petits pays que tu as cités en Afrique centrale, qui n'ont pas vraiment développé de soft power, qui n'ont pas vraiment développé, qui ne se sont pas positionnés sur cette volonté de s'expandre finalement. C'est vrai que ce sont des pays plutôt fermés. Et au-delà de ça, on a aussi quand même une expertise qui se développe dans la diaspora. Donc, le fait d'être allé à l'étranger, développer une expertise permet justement aujourd'hui de se positionner sur le continent ou d'être un pont entre justement le pays d'accueil lorsqu'on est parti pour ses études et le pays d'origine. Un peu ce que fait Messan avec Way Back to Africa. Au début, c'était ça, hein, c'était, je pense, hein, c'était vraiment de pouvoir faciliter, c'est toujours le cas, de pouvoir faciliter les échanges et puis surtout le retour de ceux qui veulent revenir finalement dans leur pays. Donc, le retour en Afrique, on vient de le voir et je pense que je vais juste finir par là pour qu'on puisse donner la parole aussi aux participants. C'est tout un tas de choses. On a vu hein, au cours de cette heure d'échange qu'il y a beaucoup de raisons qui font que les gens, les Africains aujourd'hui de la diaspora, ont envie de repartir dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de raisons, les raisons économiques, les raisons professionnelles, personnelles, la recherche d'un meilleur style de vie. On paye trop d'impôts en France, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Hein, tout l'argent, moi je suis avocate, je ne vous parle même pas de ce que je paye à l'URSSAF, ce n'est pas la peine. Parce que sincèrement, si on en parle, vous allez me dire, mais pourquoi tu continues à faire ce métier? Bon, parce que j'aime ce métier, c'est vrai, mais voilà. Mais maintenant, quand on réfléchit, on se dit, c'est vrai qu'il y a des réalités aussi qui font qu'on se demande, est-ce qu'il faut vraiment que je reparte? Et on a vu avec Danushka qu'il fallait vraiment avoir une enveloppe de départ. Il faut avoir des idées spécifiques. Il ne faut pas se lancer comme ça, partir et se dire, oui, mais tout est à faire, donc on fonce la tête baissée. Non, il y a des réalités sur le terrain. Surtout qu'en plus, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est cette dichotomie qu'on fait entre les Africains de la diaspora et ceux qui sont sur place. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Quand on arrive, on a l'impression, en tout cas au Gabon, c'est le cas, d'être des donneurs de leçons. On arrive avec des idées novatrices, on a envie de changer les choses, de bouger les lignes, et c'est mal perçu par les nationaux, enfin, ceux qui sont en tout cas sur le territoire. Donc, il y a une espèce de guerre entre nous, alors qu'on est tous nationaux. Moi, je suis franco-gabonaise, mais je reste gabonaise avant tout. Donc, quand je reviens dans mon pays, je n'ai pas spécialement envie d'entendre, oui, mais celle-là, elle vient de France, sur ses grands chevaux, elle lance l'Institut Concorde, mais elle se prend pour qui, etc., etc. Il y a des réalités aussi qui font que ça, il faut le prendre en compte. Donc, je pense que maintenant, on va passer la parole peut-être aux participants. Peut-être qu'il y en a qui veulent poser des questions. Je vois qu'il y a il y a pas mal d'interventions dans le chat. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à partir de là. Est-ce qu'on peut donner la parole? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur micro? Ou est-ce qu'il faut partir sur les questions qui sont posées? Je me retourne vers Inda. Peut-être qu'elle peut nous dire. Ou Oui, Jed. oui, alors je crois qu'ils ne peuvent pas Ah, parler. directement. OK. Ouais, donc en début de la conf, j'ai bien précisé de laisser comment dire, les questions dans le chat. D'accord, dans le chat. Il y a des contributions diverses et variées, mais je ne vois pas vraiment de questions, euh, même si moi j'en ai personnellement. OK. Eunice, vu que tu es admin maintenant, je pense que tu peux donner la parole aux gens. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Alors, donner la parole, c'est-à-dire faire monter panélistes. Non, ouvrir leur micro. Est-ce que tu Par peux... exemple, je vois que Janine et un autre GED lèvent la main. Donc, D'accord. Alors, vous allez donc Janine, alors, si je fais ça, normalement, Janine, vous avez maintenant la possibilité de parler. Est-ce que vous nous entendez? Madame de Bouc? Et peut-être l'autre GED, voir Ouais. si tu peux voir aussi. Alors, l'autre Jed, on va voir. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est une dame ou si c'est un monsieur. Donc, vous avez la possibilité d'activer votre micro pour intervenir. Euh, euh, bon, Son micro bah, est coupé, l'autre jet, son micro est coupé, je crois. oui, Oui, Ah, vous m'entendez? oui, c'est oui, bon, vous m'entendez. parfaitement. Oui, oui, hello à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En tout cas, merci pour ce Zoom. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Voilà. Donc, moi, j'ai découvert Mensa sur YouTube et franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà.
Et donc, moi, ma question, c'était parce que moi, je vis en Angleterre. Donc, et c'est vrai qu'avant, je vivais en France. Donc, j'ai grandi en France. Donc, comme la plupart des personnes, je suis venue en France vraiment, voilà, très, très enfant. Voilà. Donc, ma question, c'est, donc, du coup, j'ai ces deux cultures parce que ça fait quand même presque 15 ans que je suis en Angleterre. Donc, je voulais demander parce que au cours de ma vie, je me suis rendu compte que les anglophones et les francophones, c'est vraiment très, très différent. Ça n'a rien à voir. C'est la nuit et le jour. Franchement, je me suis rendu compte. Et, euh, et puis, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je me suis rendu compte, les pays anglophones en Afrique, ils sont plus en avance que les pays francophones. Ça, c'est vrai, vraiment, on l'a remarqué aussi. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la mentalité, franchement, ils sont un peu plus en avance quand même que les pays, voilà, francophone. Après, c'est vrai que moi, voilà, je dis ce que je pense par rapport à toute la diaspora que je connais qui sont ici en Angleterre, parce qu'ici, il y a la diaspora, bien sûr, francophone, la diaspora anglophone aussi. Donc, on voit à peu près la façon aussi de penser. Voilà, par exemple, nous, les francophones, on hésite souvent de faire le grand pas, voilà, on voit toujours un peu petit au lieu de voir grand. Voilà. Alors que les anglophones, ils osent un peu plus voir grand. Voilà. Ils osent un peu plus, en fait. Voilà. Après, je comprends, c'est par rapport à la culture qu'on a eue et tout ça. Voilà. La culture qu'on nous a donnée, francophone aussi, la culture anglophone, c'est différent. On peut le voir en Amérique aussi, aux USA comme en Angleterre, c'est vraiment différent aussi. Voilà. Donc, enfin, ma question, c'est, euh, actuellement, c'est vrai que tout ce qui est, on va dire, online et tout ce qui est média, actuellement, ça a un pouvoir. On sait que le média a un pouvoir. Aujourd'hui, si les Africains ont cette soif de retourner en Afrique, c'est grâce aux médias aussi, comme on a dit au début, comme vous avez dit au début, c'est grâce aux médias qui a beaucoup contribué quand même. Voilà. Donc, je me suis dit, lorsque la diaspora, ma question c'est, lorsque la diaspora retourne au continent, est-ce que on ne peut pas aussi, par exemple, utiliser tout ce qui est média, utiliser tout ce qui est euh, média tout simplement pour créer de l'emploi aussi. Par exemple, je vais dire, aujourd'hui, il y a AI, il y a Midjourney, voilà, il y a l'intelligence artificielle. Voilà, on sait que c'est vraiment, ce sera le futur, on le sait, même si on ne le veut pas, mais de toute façon, voilà. Et je me suis dit, voilà, parce que nous, la diaspora, je sais que il y a beaucoup qui sont dans ça actuellement, dans tout ce qui est AI et tout ça, etc. Et je me suis dit, je sais qu'il y a déjà des compagnies qui ont commencé aussi à l'emmener ça en Afrique beaucoup actuellement. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ce serait pas un domaine pour créer un peu plus d'emplois, un domaine à travailler un peu plus, que la diaspora pourrait plus investir pour pouvoir justement qu'on ne soit pas en retard par rapport à ça et créer des emplois à partir du continent. Et puis voilà, voilà, c'était une question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui veut répondre? Messan, Jed? Peut-être Messan? Je vais essayer d'être bref, comme ça on va avoir beaucoup de réponses. Effectivement, c'est un point très intéressant ce que tu as dit. Je crois que c'était Janine, si je ne me trompe pas. C'est Lydia. 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 Là, Ok. donc, moi, je pense que c'est très intéressant, mais l'une des grosses problématiques qu'on va avoir, notamment en Afrique, bon, les gens de la diaspora, quand ils rentrent, ils peuvent l'utiliser facilement. Quand on a été bercé dans l'univers informatique, on a eu les derniers iPhones, les derniers iPads, etc., qu'on est très au fait de, comme on dit en anglais, literacy, avec les appareils électroniques, il n'y a pas de problème. Là, il y a une vraie difficulté. Par exemple, au Togo, par exemple, le SMIC est à peu près à 80 euros, etc. Comment les gens vont avoir accès à tous ces outils numériques et facilement se les attribuer afin notamment d'en devenir des experts. Et même lorsqu'on va retourner sur le continent, euh, effectivement, ça peut être intéressant de monter un média, ça peut être intéressant de mettre en avant la technologie, mais il y a toujours à prendre en parallèle le fait est que le temps, c'est de l'argent, les gens rentrent, ils ont parfois un travail, etc. Donc, est-ce qu'après leur travail, ils sont motivés maintenant pour faire autre chose? Et c'est là toute la difficulté, c'est allouer son temps pour faire autre chose, ou est-ce que c'est rentrer pour faire ça? Mais si on rentre pour faire ça, il faut que ça nous rapporte de l'argent. Donc à ce moment-là, c'est aussi une autre difficulté.
Ok, d'accord, merci. Totalement d'accord, hein, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est l'avenir, il faut creuser. On peut faire beaucoup de choses, ça nous facilite le temps, notamment la création de contenu, la création de belles histoires pour l'Afrique, etc. Et il y a quelqu'un d'ailleurs dans la communauté, je crois, qui s'appelle Cory, bon, il s'appelle Cory sur Instagram. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte l'histoire de l'Afrique en générant des images, justement, comme une BD, par exemple l'histoire du Bénin, l'histoire des révolutionnaires africains, des rois. Et justement, il génère des images, et puis après, il raconte l'histoire des pays africains. Et je pense que l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies facilite maintenant aussi le, le fait de créer du contenu, notamment sur notre continent, sur son histoire et sur ses cultures. Ok, super. Merci beaucoup. Je vais compléter assez rapidement sur la distinction entre pourquoi il y a une différence aussi importante entre les pays anglophones et francophones. Et comme vous l'avez dit, Lydia, c'est vraiment par rapport à la colonisation. Si on remonte à la colonisation britannique et française, qui ont des politiques totalement différentes, les Français, lorsqu'ils ont colonisé les États d'Afrique, ils ont mis en place une politique d'assimilation. C'est-à-dire qu'on avait en fait des colonisés qui avaient l'obligation de ressembler, de adopter, de vraiment vivre comme les Français. Tandis que la colonisation britannique en Afrique, c'était une politique d'intégration. Ils ont vraiment veillé à ce que les gens restent comme ils, mais de travailler avec eux en coopération, en collaboration. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on voit un État francophone et anglophone, on voit vraiment les lacunes, les conséquences qui a eu lieu pendant la colonisation. Et ça répercute vraiment sur la mentalité. On dit souvent que la mentalité francophone en Afrique par rapport à la mentalité anglophone, on est vraiment très, 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 très loin. Et pareil en termes de développement économique et autres. Donc, c'est ces deux éléments-là qui ont vraiment eu peiné, en fait, tout simplement l'Afrique francophone. Ok, merci. Est-ce que on a d'autres questions dans le chat? Ou est-ce que d'autres personnes lèvent la main? J'ai un autre jet, je ne sais pas si c'est toujours Lydia ou une autre personne. C'est toujours Lydia, ouais, c'est toujours Lydia. Je ne vois pas d'autres. Excusez-moi, là, c'est une erreur. Excusez-moi, c'est bon. En tout cas, je vous remercie de ce Ok, partage. C'était super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous, madame. merci. Merci. Il y a une Je question. vois une question de Janine. Alors, je prends le relais de Charlotte du coup. Qu'en est-il de l'achat de terres en Afrique? Car dans certains pays, si l'on n'est pas citoyen natif du pays, on ne peut acquérir de terres. Pour mon projet personnellement, ce serait au Cameroun. J'y suis né, mais j'ai grandi en France. C'est une question de Janine. Donc, à toi, Messan, ou... Oui. Je profitais pour répondre justement sur cette question parce que, bon, je l'avais pas dit initialement produit, mais j'ai fait plus d'une dizaine de pays africains et à chaque fois que j'étais dans ces pays africains, la question de l'immobilier m'a intéressé parce que, bah, très pragmatiquement, je pense que l'immobilier est l'un des moyens les plus faciles pour s'enrichir. Et effectivement, c'est vrai il y a plusieurs pays dans lesquels on ne peut pas accéder aux terres si on n'est pas national du pays. Par exemple, au Togo, si vous n'êtes pas togolais, vous ne pouvez pas acheter de terrain au Togo. En même temps, c'est une volonté de protéger les terres du Togo, ce qui fait que, bon, il n'y a que les nationaux qui ont la possibilité d'acheter des terres, mais ça rend aussi le pays moins attractif, disons, en tout cas pour l'investissement étranger. Mais il y a des pays comme le Rwanda où il n'y a pas besoin justement d'être national du pays. Je crois que pour le Bénin, il n'y a pas de problème non plus. Pour la Côte d'Ivoire, il Si n'y a c'est pas de moins de problème. 100, si c'est moins de 10 hectares, je crois, il n'y a pas de problème. Mais Voilà. plus, Donc, merci je pour ne peux pas. Ouais. précision, Sophonie. Et puis après, voilà, Côte d'Ivoire aussi, pareil, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un peu entre le protectionnisme et puis le libéralisme. Mais après, par exemple, dans des États comme la Côte d'Ivoire, qui sont des économies très matures avec des très grosses fortunes là-bas, le prix des terrains sont très, très, très élevés aussi. Donc, il faut pouvoir balancer. Il faut voir aussi effectivement là où vous voulez être. Est-ce que vous voulez investir dans l'immobilier juste pour une question de rentabilité, là pour justement y vivre. Donc ça va faire que ça va être totalement différent. Donc, si c'est pour y vivre, si c'est le pays dans lequel vous voulez être, donc, en tout cas, vous allez être soumis un peu aux règles du jeu. Et puis, même pour celles et ceux, par exemple, qui voudraient s'installer au Togo et qui ne sont pas togolaises, qui n'ont pas de nationalité togolaise, en fait, il y a des dérogations, il faut aller voir le ministère de l'Intérieur, etc. Mais c'est plus compliqué que dans d'autres pays. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire en matière immobilière.
je vais compléter parce que c'est une thématique également qui me passionne, l'achat des terres en Afrique, et surtout que c'est un enjeu assez particulier, notamment sur le pluralisme juridico-judiciaire. C'est-à-dire que le continent africain, on a le droit civil et le droit coutumier. Donc, on peut acheter une terre aujourd'hui, mais si dans le droit coutumier, elle ne nous appartenait pas, ou s'il n'y a pas eu de délégation officielle, etc., elle nous apprendrait jamais comme terre. Fait qu'il faut toujours faire attention, lorsqu'on fait des achats de terres en Afrique, de se conformer aux deux systèmes juridiques, le droit civil, donc avoir le titre foncier, et le plan cadastral en bonne et due forme, mais également se procurer les bénédiction, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais l'accord du chef du village, l'accord du chef de quartier, peu importe, de la personne où vous allez prendre le terrain. Parce que vraiment, moi, j'ai vu des situations où une personne avait un titre foncier, donc en bonne et due forme, mais si il n'y a pas eu d'accord passé entre les villageois, les chefs religieux, les leaders communautaires, la personne ne pourra jamais construire sur son terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de toujours à prendre en compte sur le continent africain, notamment dans les pays comme le Cameroun, où là, c'est le droit civil, le droit, la common law, plus le droit coutumier, qui sont des droits reconnus. Donc, c'est vraiment faire attention sur cet enjeu-là particulièrement. Donc, je vois qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Je ne sais pas C'est si ça. Je crois que s'il y a une dernière question, on va peut-être la prendre, mais je vois si ça raccroche très brièvement. Donc, je ne sais pas si on doit clôturer parce que justement, en fait, j'ai peur que ça soit un peu trop long. Donc, si jamais, en tout cas, des oui. gens qui veulent nous contacter, en tout cas me contacter. Moi, je reste disponible bien sûr sur LinkedIn. Il y en a qui ne sont pas encore dans la communauté Webac, sachant que il faut savoir que Webac to Africa ne tourne pas autour de Messan. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une plateforme pour vous toutes et vous tous. Les gens viennent, ils posent leurs questions, d'autres partagent leur expérience. Moi, je n'ai pas la science infuse. Justement, c'est à travers le fait qu'on ait des gens qui sont un peu partout en Afrique, qui sont rentrés, d'autres personnes qui sont un peu partout aussi dans le monde, qui fait qu'on a à peu près les réponses à toutes nos solutions. Donc, je vous invite grandement à rejoindre la communauté si ce n'est pas encore le cas. Et puis le 8 juin aussi, nous faisons un événement sur le retour, qui s'appellera le Black Star Line, en l'honneur de Marcus Ah, Garvey, qui avait pour but excellent. de rapatrier tous les Afro-Américains en Afrique. Donc voilà, c'est un peu ma Ah conclusion de mon ben, côté. belle Et un annonce. grand merci à l'ADI. On va, on va Un grand merci partager à sur les l'ADI. Absolument. on va partager Absolument. Oui, on partagera nous aussi de notre côté. J'ai un petit j'ai- un invité spécial avec moi. On Je a vu suis maintenant on l'a vu. que vous êtes deux Sophie. maintenant Ah, à modérer. J'ai une, j'ai une petite question sur le chat que je vais essayer de répondre assez rapidement. J'aimerais savoir si vous avez des astuces à suggérer pour prendre contact avec les organisations internationales pour des opportunités d'emploi en Afrique. Moi, je dirais vraiment que là, il faut vous cibler en fonction de l'institution qui vous intéresse. Hmm. Il ne faut pas hésiter à aller directement auprès des ressources humaines, pas passer par le canal, je postule, j'envoie mon CV, etc., mais aller directement prendre attache avec les ressources humaines et demander s'il y a un poste qui va se libérer bientôt, Hmm. vraiment travailler son réseau. Vraiment, ça, c'est vraiment la base des bases, pouvoir connaître les gens dans telle institution, ça facilite toujours son entrée dans l'institution. Après, il y a 3 sites assez intéressants qui recensent les différentes offres en termes de coopération internationale. Je vais noter dans le chat, c'est Coordination Sud. Coordination Sud, c'est un site qui recense toutes les offres d'emploi de coopération internationale sur le continent africain et en Amérique latine. Il y a également, bien sûr, le volontariat des Nations Unies ou les différents sites d'offres d'emploi des Nations Unies. Je pourrais envoyer par mail soit à l'ADI ou à l'Institut Concorde pour vous partager ça. Je n'ai pas les noms exacts, mais je sais que c'est des plateformes, Relief Web également. C'est des plateformes qui recensent les différentes offres d'emploi en termes de coopération internationale. Et franchement, n'hésitez pas à passer par un volontariat. Parce que le volontariat, ça paraît être un mot, ça paraît un peu comme du bénévole, mais c'est pas ça du tout. Le volontariat, vous avez une allocation de 2000 euros, je crois. Vous êtes pris en charge, l'hébergement est pris en charge, la nourriture est prise en charge, le transport est pris en charge. Et vous travaillez dans un domaine qui vous intéresse. Ça peut être à la Banque mondiale, ça peut être à l'OIM, à l'UNICEF, à l'UNDOC, peu importe. Et en fait, c'est vraiment, c'est très facile parce que quand on rentre par le volontariat, on a déjà une entrée
facile dans l'institution. Et dès qu'un poste s'ouvre, on peut facilement postuler et on aura plus de chances d'être recruté. Très bon point. Bon, je sais pas s'il y a une dernière question, mais sinon, on va pouvoir s'arrêter là, hein. Je vais dire merci à Messan qui nous a fait l'honneur de sa présence. Ouais, Euh, belle rencontre, vraiment. Très beau profil. absolument, absolument. Mm. Absolument. Et Way Back to Africa, vraiment, tu fais un travail fantastique avec ton organisation. Et donc, on a hâte de savoir les next steps de l'organisation. Donc, tiens-nous au courant. Nous, on va relayer côté Institut Concorde et ADI sans aucun problème. Et merci à Danushka, bon, elle est de la maison, puisque elle est membre de l'Institut Concorde. Et puis voilà, grand merci Charlène pour ta modération. C'était vraiment... Avec plaisir, c'est toujours un honneur pour moi. Et puis voilà, on peut mettre fin à cette... On peut lever la séance. Merci à tous absolument. vraiment pour les informations qui ont été partagées, pour les retours d'expérience. C'était vraiment très enrichissant. Moi, j'ai, à titre personnel, beaucoup appris. Et puis, ce que je retiendrai, c'est vraiment qu'il faut simplement être courageux, s'intéresser, ne pas fermer les portes, prendre l'information, regarder ce qui se fait sur le continent et ne pas être fermé à l'idée, en fait, de voyager à travers le continent, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le Gabon, même si c'est vrai que les Gabonais sont très autocentrés. On adore notre pays. Mais il y a aussi la Côte d'Ivoire, il y a le Kenya, enfin, je veux dire, Il y a le rien Bénin. le Bénin, exactement. J'ai été invitée au Bénin à plusieurs reprises d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est intéressant de constater qu'il y a une très grande dynamique et qu'il y a vraiment une volonté de faire bouger les lignes et de mettre à contribution nos expertises. Donc, félicitations en tout cas à tous ceux qui sont rentrés, ceux qui ont eu le courage de rentrer, qui sont aussi des exemples hein, dans leur parcours. Et puis, bon courage aussi à ceux qui veulent rentrer, ceux qui sont en train de se préparer à rentrer. Et puis, à une prochaine fois, je reste connectée par rapport à l'événement qu'organise Way Back to Africa. Et puis voilà. Merci à tous. Bon week-end. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end, on reste en Bon contact. week-end. Allez. Merci. Au revoir. Bon week-end.